Alors je serai complémentaire d'Yves, parce qu'il vous a parlé un petit peu du jansénisme. Moi, je vais vous en parler beaucoup et parce que mon sujet, ce sont les représentations ecclésiastiques, donc de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire ce que pensent les ecclésiastiques de l'ordre maçonnique. En septembre 1737, l'Église et les prélats français sont très mal informés sur la franc-maçonnerie, présente pourtant depuis 1725 dans le royaume de France. On citera à ce sujet la déclaration emblématique de l'évêque de Marseille, Monseigneur Belzunce, qui est inquiet parce qu'il sait que des maçons arrivent dans sa ville, arriveront bientôt dans sa ville, depuis Avignon. Et voilà ce qu'il écrit à l'intendant de Provence le 28 septembre 1737. Je ne sais, monsieur, ce que c'est que les francs-maçons, mais je sais que ces sociétés sont pernicieuses à la religion et à l'État. Comment est-il possible à la fois de ne pas savoir et de savoir ce qu'est une chose, et néanmoins porter sur celle-ci un jugement négatif et lourd de conséquences? Il existe toutefois, aux yeux des ecclésiastiques français, certaines raisons, en partie théologiques, qui sont la base des représentations qu'ils se font de la franc-maçonnerie dans les années qui suivent, donc la fondation de notre première loge en 1725. Pour éclairer ce sujet, les sources qui me semblent les plus pertinentes et qui méritent un examen attentif sont les écrits, les avertissements et les prônes de certains ecclésiastiques qui, avant même l'émergence de la franc-maçonnerie, mettent en garde les catholiques contre plusieurs courants impies ou hérétiques, et qui, après l'apparition publique de la maçonnerie en 1737, condamnent celle-ci en raison de ses liens supposés ou de sa ressemblance avec plusieurs des courants cités. Mon hypothèse de travail est que pour nos prélats, la franc-maçonnerie naissante n'a rien d'un objet autonome et inconnu, mais qu'elle s'inscrit, au contraire, avec certes ses spécificités, dans une galaxie de courants et d'idées connues et déjà par eux incriminées. En sorte, il s'agirait d'une sociabilité nouvelle, mais apparentée à des courants impies et qui avancent masqués. La maçonnerie s'installe en France à une époque qui est une charnière historique au sortir de ces années 1690-1715, qualifiée par l'historien Paul Hazard, que l'on a déjà cité, de crise de la conscience européenne. Mais une crise dont les deux grands marqueurs sont un, l'échec de la réforme protestante, et deux, le début du déclin du catholicisme face à l'émergence des Prélumières, donc des penseurs des Prélumières. La controverse majeure de ces temps est celle qui sévit entre protestants et catholiques. Mais il y en a plusieurs autres. Jansénistes contre jésuites, gallicans contre infaillibilistes, cartésiens contre scolastiques, calvinistes ou luthériens contre sociniens. Bon, je reviendrai sur ce terme un peu barbare. Anglicans contre puritains. La seconde force idéologique en jeu est celle des Prélumières, les penseurs Hobbes, Spinoza, Locke, Bayle, Newton, auxquels s'oppose l'Église et certains jansénistes. Mais ces Prélumières elles-mêmes sont aussi divisées. Donc ces 2 premières décennies du XVIIIe siècle qui voient la franc-maçonnerie se manifester en France sont donc une période complexe. Une période complexe de conflits croisés entre catholiques et protestants, entre Église et philosophie, et au cœur de l'Église elle-même, entre jansénistes, dominicains et jésuites. L'ordre maçonnique, naissant, se trouvera prisonnier de cet écheveau de controverses. En outre, la sociabilité maçonnique est d'autant plus difficile à cerner qu'elle se transforme au fur et à mesure de sa diffusion en France. En France, l'ordre se francise d'une certaine manière, il se catholicise et prend ses distances avec la maçonnerie latitudinaire des îles britanniques. Mais le périple janséniste, qu'est-il précisément? À quoi donc, pour comprendre, on pourrait dire à quoi correspond exactement la maçonnerie aux yeux de plusieurs ecclésiastiques français, je me propose donc maintenant d'interroger les écrits et les actions de quelques évêques et d'un prêtre en particulier qui ont eu maille à partir avec les francs-maçons et qui se sont vivement opposés à leur loge dans les années 1737-1750, les dénonçant comme des comploteurs jansénistes. Les jansénistes sont des catholiques qui se veulent les défenseurs de la tradition face à une nouvelle conception de l'homme issue de la Renaissance.
pense que c'est très important de savoir ce que sont les jansénistes exactement pour comprendre pourquoi on va les apparenter à la franc-maçonnerie. En fait, ils incarnent une réaction moderne de la foi à la modernité. Ils constituent de facto un alliage inhabituel de radicalisme, mais de raisons religieuses aussi, et séduisent en conséquence, c'est ce qui est assez intéressant avec les jansénistes, qu'on n'arrive parfois pas facilement à attraper, ils vont séduire en conséquence les opposants aux Lumières autant que leurs défenseurs. Ils encouragent en particulier le retour à une église primitive, et ils considèrent que l'église de Rome est corrompue. Pour cela, on les juge proches des protestants. Enfin, ils sont méfiants à l'égard des nouveautés du siècle. Ils sont en règle générale ennemis des philosophes, que l'on accuse de faire un usage immodéré de la raison et d'introduire donc la religion naturelle, le droit naturel, ce qui les conduirait jusqu'au déisme et à l'athéisme. Par ailleurs, problème politique, Louis XIV pourchasse sans relâche ces jansénismes, convaincus que leurs objectifs sont politiques et qu'ils sont liés à la Fronde, ce complot des grands nobles donc, qui a terrorisé Louis XIV et qui fera encore peur à Louis XV. Alors ce conflit contre les jansénistes, il connaît un pic, on en a parlé en 1713 avec la parution des réflexions morales de l'oratorien Pasquier Quesnel, qui apporte une nouvelle vigueur au jansénisme français, qui aidera d'ailleurs aussi à sa politisation. Et puis, surtout, à la demande du monarque, donc de Louis XIV, l'ouvrage est frappé par la bulle papale Unigenitus, donc une condamnation qui sera enregistrée par le Parlement en 1714 et qui lui donne force de loi. Important l'enregistrement des condamnations papales, celle des maçons ne l'a pas été par exemple, alors que celle des jansénistes l'est. Ça montre un petit peu, ça confirme ce que Yves vous a dit un petit peu auparavant. Sous la régence et Louis XIV et Louis XV, le grand adversaire des jansénistes et bientôt des maçons, on l'a dit, est le cardinal de Fleury, à Paris, donc ministre du roi aussi, qui s'impose de plus en plus et qui orchestre la répression de ces deux mouvements. Il sera imité par les évêques Belzunce à Marseille et Enguimbert à Carpentras. L'évêque de Carpentras est tout à fait intéressant. Il a vécu à Rome. C'est un intime du pape Clément XII, l'auteur de la première bulle de condamnation de la maçonnerie en 1738. Et l'évêque révèle du reste qu'il a abordé le cas de la franc-maçonnerie avec le souverain pontife et que celui-ci l'a encouragé à combattre les maçons chez lui, à Carpentras, en terre pontificale. Toutefois, bien avant 1725 et l'apparition d'une première loge maçonnique en France, Enguimbert fait paraître deux ouvrages sur les périls qui menacent l'Église. Le premier, imprimé en Italie en latin en 1722, alerte les fidèles contre plusieurs hérésies: le luthérianisme, le calvinisme, le socianinisme, comme on disait, c'est-à-dire donc en fait l'anti-trinitarisme, et l'incrédulité. Mais également, il va dénoncer les philosophes des Prélumières, Spinoza, Baynes, Hobbes, pointant du doigt à cette occasion l'athéisme, le déisme, toujours, et encore l'incrédulité. Un deuxième ouvrage, qui est écrit en italien à Rome en 1731, prend pour cible les jansénistes. Et le fameux Quesnel, donc le janséniste qui a un petit peu, en quelque sorte, reconsolidé le mouvement. Et ensuite, en 1744, alors là, apparaît un ouvrage, l'un des premiers, il est non signé, mais il est tout à fait, on peut l'attribuer tout à fait à Enguimbert. Premier ouvrage en 1744, dirigé contre la franc-maçonnerie, et il rattache dans cet ouvrage immédiatement les frères au mouvement janséniste. L'évêque de Marseille, alors voilà, j'ai oublié de vous montrer le Malachite d'Enguimbert, la diapositive, vous la voyez donc, et les deux fameux ouvrages donc publiés. Alors, l'évêque de Marseille, Belzunce, est peut-être plus féroce encore que d'Enguimbert à l'égard du jansénisme et de Quesnel. Et je vous montre Enguimbert, car on le surnomme le marteau des jansénistes en Provence. Sa dénonciation de 1737, que je vous ai dit au début donc, de ma présentation, contre l'arrivée imminente de maçons donc, dans sa ville, se trouve justement dans un courrier qui attaque également violemment les jansénistes. Alors, il faut admettre que lorsque Belzunce à Marseille, Enguimbert à Carpentras et Fleury à Paris découvrent la maçonnerie, vers 1737, au moment même où celle-ci s'implante dans leurs villes respectives, ils reconnaissent en fait celle-ci sans pourtant la connaître. Ils la reconnaissent, cette franc-maçonnerie, soit comme une nouvelle hérésie,
soit comme une nouvelle forme de jansénisme, en fait une énième société désormais secrète d'allure janséniste, même si celle-ci présente des spécificités propres. Les principales sources d'information obtenues par les prélats sur l'ordre maçonnique datent toutes de la fin des années 1738-39. Alors, en gros, elles correspondent au texte de la condamnation pontificale In Eminenti de Clément XII et à un ouvrage maçonnique intitulé La relation apologique et historique de la Société des francs-maçons, qui est tout à fait intéressant parce qu'il a été brûlé à Rome sur l'ordre donc de l'Inquisition en 1739. Et ils utilisent aussi un certain nombre de textes maçonniques, donc traduits en anglais et en français, qui concernent généralement les constitutions maçonniques de 1723. Donc, vous voyez une photo. Alors, rappelons que les motifs d'opposition à la maçonnerie, très rapidement, dans la bulle de condamnation de Clément XII en 1738, c'est important de le dire donc, se résument à 3 raisons principales. Pourquoi la bulle condamne-t-elle les francs-maçons? L'association d'hommes de religions différentes, le secret d'appartenance et de réunion, et le serment prêté sur l'Évangile. Voilà l'essentiel. Ce que l'Église redoute, en fait, dans l'association d'hommes de religions différentes, c'est une certaine tolérance des catholiques à l'égard des protestants ou des juifs, et pire, l'indifférentisme ou le tolérantisme qui place toutes les religions sur un pied d'égalité. Les prélats français repensent en quelque sorte les critiques pontificales, donc Enguembert et Belzunce, et c'est là l'originalité des prélats français, parce que bon, la maçonnerie est condamnée aussi en Espagne et dans d'autres pays en Europe. Mais en France, nos prélats français vont repenser les critiques pontificales dans le cadre de leur opposition au jansénisme. Ils vont donner ainsi à la critique de l'ordre maçonnique une version spécifiquement française. Il faut, cela dit, retenir que la question du secret est fondamentale. Elle occupe une place centrale, car ce secret fournit la clé de toutes les dénonciations. On l'a vu avec Belzunce à Marseille, il ne sait pas ce que c'est, mais il sait que c'est mauvais. Pour tous nos ecclésiastiques, le jansénisme est donc bien, pourrait-on dire, la mère porteuse de la franc-maçonnerie. Et les frères en seraient l'arme secrète. Alors, parmi les lectures des hommes de religion, je vous ai parlé d'un ouvrage important, La relation apologique et historique de la Société des francs-maçons, pièce maîtresse, parce que cet opuscule paru en 1738, quelques mois après la condamnation pontificale de l'ordre, est brûlé en public à Rome en 1739. Vous voyez le lieu, même où il a été brûlé, et le décret donc, qui le décidait. Alors on se serait attendu à trouver à sa place les constitutions maçonniques de 1723. Et le choix de cet ouvrage-là s'explique peut-être parce que la relation apologique est écrite dans une langue, le français, qui est celle parlée et connue de toute l'Europe cultivée. L'ouvrage ne propose qu'une description bien partielle de la franc-maçonnerie, qui se limite au milieu maçonnique anglo-saxon et ignore les transformations que l'ordre connaît sur le continent. L'ouvrage confirme par exemple que les maçons admettent indistinctement dans leur société des sujets de toutes les nations et de toutes les religions. On a entendu ce matin que ce n'était pas toujours très très facile. Mais l'ouvrage témoigne aussi de l'intérêt apporté par les maçons anglais de son temps à la science et à la philosophie expérimentale. L'ouvrage ajoute que ces maçons adhèrent à un système philosophique de type panthéiste, qui est certainement inspiré de John Toland et peut-être aussi de Spinoza. Ce qui ne peut donc tout ça là que provoquer la fureur de Rome. Et pourtant, en 1738, les francs-maçons français ne correspondent déjà presque plus au portrait qui est dressé dans la relation apologique. Le premier ouvrage, on peut dire dans l'histoire donc française, maçonnique française, écrit par un ecclésiastique, qui nous renseigne sur ce que les hommes de religion pensent de la franc-maçonnerie, est l'examen de la Société des francs-maçons, donc publié de manière anonyme en 1744, mais que j'ai identifié comme étant de la plume de l'évêque d'Enguembert. Peut-être en collaboration d'ailleurs avec d'autres ecclésiastiques du comtat venaissin. Enguembert, dans son ouvrage, estime tout simplement que le jansénisme, le calvinisme et le spinozisme se cachent derrière le secret des maçons. De la sorte, il ne fait que donner un nouveau nom au péril qu'il combat depuis les années 1720. Un second front oppose nos évêques à la philosophie des Prélumières, dont on n'ignore pas que les principes, qui rejoignent d'ailleurs souvent ceux des mouvements dits hérétiques, luthériens et calvinistes,
tous s'inscrivent plus ou moins dans la continuation de la pensée d'Érasme, c'est-à-dire lecture critique de l'écriture. Deux philosophes en particulier, parce qu'ils mettent en avant l'impossible conciliation de la foi et de la raison, sont présentés comme d'irréductibles adversaires. Donc le premier, c'est Baruch Spinoza, donc accusé d'avoir initié l'Europe à l'athéisme et de diffuser une vision panthéiste du monde qui ruinerait le credo chrétien. Le second, Pierre Bayle, huguenot réfugié en Hollande, est reconnu, alors là je vous cite en même temps les textes donc, de ces ouvrages des prélats. Donc Bayle, donc huguenot réfugié en Hollande, reconnu comme le père du scepticisme moderne et de l'esprit critique. Les francs-maçons sont immédiatement dénoncés comme les introducteurs et les continuateurs de ces penseurs. Et on relève aussi, ce qui est intéressant chez nos prélats, une critique de l'épicurisme, doctrine que les maçons cultiveraient, et cela dit, du reste, certains maçons se sont dits épicuriens. Alors, l'étude attentive des parcours et de la pensée des hommes qui adhèrent à l'ordre maçonnique dans les 2 décennies qui suivent 1725 fait apparaître toutefois plusieurs types de maçons. Les ecclésiastiques le savaient-ils? C'est peu probable. Prenons quelques exemples des membres de l'ordre en France qui incarnent des postures diverses et variées au regard des croyances et des philosophies, et confrontons-les aux critiques développées par les ecclésiastiques dont on vient de parler. Figure emblématique, le baron de Montesquieu, dont les lettres persanes en 1721 marquent fortement les prélumières, est initié en Angleterre en 1730 et incarne parfaitement le modèle du maçon anglais. Il visite la loge de Bussy-Aumont en 1735. Ses efforts pour libérer le droit d'une cause transcendante et divine l'inscrivent clairement parmi les ennemis de l'Église catholique, et nos évêques ne l'ont pas épargné. Montesquieu, cependant, comme les autres philosophes radicaux ou modérés, n'aime pas les jansénistes, leurs dogmes et leur morale austère. Il n'empêche que le type du janséniste franc-maçon existe, encore qu'il y ait plusieurs espèces de jansénistes. L'un d'eux, le conseiller au Parlement David de la Fautrière, membre de la loge Saint-Thomas, le Louis d'Argent, est un bon chrétien, quoique critique des évêques, et défend la religion contre le panthéisme de Spinoza et les idées de Newton, accusés de conduire au matérialisme. Nombre de jansénistes, pourtant, critiquent vivement la maçonnerie, décrite comme une société épicurienne et libérale qui heurte leur rigueur et leur morale. À l'opposé des types maçonniques décrits ci-dessus, Élie-Catherine Fréron, célèbre journaliste avant l'heure, incarne un modèle que l'on rencontre fréquemment chez les maçons, pour qui la loge, je cite, est une société de table, éprise des arts et des plaisirs, qui voue un culte à l'amitié et à la fraternité. Orateur de la Grande Loge de France en 1745, homme de foi, mais aussi homme des Lumières, Fréron entend néanmoins, et je cite, résister au torrent de la philosophie régnante et du mauvais goût. Il discute les textes de Montesquieu, de Rousseau, croise le fer avec Voltaire. Il compare même Rousseau à un Diogène moderne et critique le déisme. L'homme tient cependant, comme dit-il, il l'a appris des francs-maçons, à faire un usage intelligent de sa raison. Un autre personnage encore, Valentin-Philippe Bertin du Rocheret, on en a parlé. Figure publique dans sa ville d'Épernay, donc il incarne une autre manière encore d'être maçon. Il est membre de la loge Bussy-Aumont en 1737. Alors l'homme situe la franc-maçonnerie à l'écart des querelles religieuses et des débats philosophiques. Il s'intéresse à l'histoire, à la littérature, correspond avec Voltaire, mais n'apprécie pas Rousseau. Il a une énorme bibliothèque. Pour lui, le maçon est un épicure chrétien qui sait allier les devoirs de sa religion et de son état avec les satisfactions permises et qui réellement est honnête homme selon Dieu. Et il faut se souvenir de cette très belle poésie que beaucoup ont dû entendre, donc du frère Nodot en 1737, l'indulgente nature unie dans un maçon, le charmant Épicure et le divin Platon. Rocheret aurait pu, avec Fréron, dire, et je le cite, « Les ordres religieux ont été fondés pour faire des saints. On y a d'abord réussi. Les ordres militaires pour faire des héros, ils ont produit. L'ordre des francs-maçons pour faire des heureux, nous le sommes. » On voyait un petit peu différentes manières donc de voir les choses. Dernier exemple, et c'est un exemple extraordinaire, le chevalier Ramsay. C'est un cas atypique, et nonobstant un modèle captivant pour de nombreux maçons. Passionné d'histoire comparée des religions, protestant converti au catholicisme,
L'homme apparaît en outre comme un passeur de tradition entre ésotérisme de la Renaissance, on pourrait dire, et pensée maçonnique. Disciple biographe de Fénélon, adversaire bien connu des jansénistes, et secrétaire de Jeanne Guyon, dit Madame Guyon, il est lié au quiétisme, le plus grand mouvement mystique de l'Europe catholique de son temps. Ramsay, par ailleurs, est anti-spinoziste, opposé à Newton. On est loin de nos maçons anglais. Antidéiste. Et il expose même dans son célèbre discours de 1637, donc présenté en loge, une méthode ésotérique, une herméneutique qui vise à faire apparaître le sens secret et véridique des Écritures. Alors on sait qu'il s'emploiera sans grand succès à convaincre le cardinal de Fleury que l'ordre n'est pas l'ennemi du trône et de l'autel. Il propose même d'ailleurs à Fleury de l'initier, sans cérémonie, et de recevoir également le souverain pontife. Le franc-maçon est vraiment un personnage insaisissable. Il peut être latitudinariste ou catholique, et même janséniste. La philosophie des Prélumières convient à certains d'entre eux, mais pas à d'autres, même si tous ne refusent pas à faire usage de leur raison, mais dans des proportions acceptables. Beaucoup exècrent le spinozisme, à l'instar de nos ecclésiastiques, ou n'aiment pas Newton, pourtant adulé par leurs frères anglais. Certains sont même des quiétistes ou des mystiques. Tous puissent dans les deux lumières qui caractérisent le siècle, celle de la raison et celle de l'illuminisme. La mouvance Rose-Croix est également un des périls auxquels, selon nos ecclésiastiques, la franc-maçonnerie est associée. La Rose-Croix, très rapidement, donc, est un courant hermético-chrétien à caractère secret, épris de science, de médecine et d'alchimie, qui émerge en Allemagne au tout début du XVIIe siècle. Elle promeut toutefois une réformation générale dirigée contre le catholicisme, le luthérianisme, le calvinisme et même l'islam. Le courant est très vite accusé d'hérésie par les catholiques, autant que les protestants, et en 1683, on va même reprocher aux Rose-Croix, et je cite le document d'époque, d'avoir voulu confondre les religions, en sorte, on peut dire, de faire profession de latitudinarisme avant l'heure, comme nos francs-maçons, quelques décennies plus tard. Pourtant, l'un de nos ecclésiastiques, il s'agit encore de l'évêque de Carpentras, oui, ça j'ai oublié, donc l'un de nos ecclésiastiques associe immédiatement la mouvance Rose-Croix à la franc-maçonnerie dans les années 1740. Alors, sur quelle source fonde-t-il son savoir sur ce mouvement? Comment peut-il associer franc-maçon et Rose-Croix? Et d'abord, ces sources ne peuvent pas être d'origine maçonnique, parce que les premiers grades maçonniques dits de chevalier Rose-Croix, chevalier du Pélican, etc., n'apparaissent en Allemagne et qu'en France que à la fin des années 1750, 1760. Alors on sait que l'évêque, vous voyez, dispose d'une bibliothèque extraordinaire qui comprend en fait tous les grands titres donc publiés sur ce sujet de la Rose-Croix au XVIIe siècle. Dingenberg précise justement dans son livre de 1744, et là je le cite, les maximes des francs-maçons ont beaucoup de rapport avec celles qui sont renfermées dans les livres des frères de la Rose-Croix. On y voit clairement que tout se réduit aux règles de la loi naturelle et à l'athéisme. Donc il est placé dans le camp des philosophes. Et Dingenberg va plus loin encore, dans son projet de rapprochement donc des courants rosicruciens et maçonniques. Dans un texte de 1752, donc un petit peu plus tard, il croise l'histoire mystique des deux associations, faisant référence à un événement de 1523, très connu pour ceux qui ont un petit peu lu sur la question, lorsque des affiches placardées sur les murs de Paris indiquent que les Rose-Croix s'apprêtent à sortir de leur retraite cachée et à faire séjour visible dans la capitale du royaume. Alors ici, Rose-Croix et maçons sont plus qu'ailleurs clairement identifiés, et pour l'évêque d'Inguimbert, les maçons sont considérés eux aussi comme des invisibles qui se manifestent à leur tour dans la capitale du royaume pour enseigner leur impiété. Ce qui fait la force des hérésies Rose-Croix et maçonniques, pense l'évêque d'Inguimbert, repose sur la structure fermée des loges qui les dissimulent. Il ressort que la singularité de la Rose-Croix et de la maçonnerie découle du secret et de la société qu'ils fondent. Encore le secret, il se trouve clairement au centre de toutes les dénonciations. Et maintenant, pour conclure, retenons que si la loge maçonnique, constituée à Paris en 1725, est restée totalement inconnue du pouvoir royal et de l'Église de France, le regard que certains ecclésiastiques français portent sur cette nouvelle société à partir de 1737, donc presque 15 ans plus tard, aurait été le même en fait
10 ans auparavant. La franc-maçonnerie se révèle à leurs yeux doublement marquée par l'esprit de la réforme protestante. En premier lieu, par le crypto-calvinisme attribué aux jansénistes, et en second lieu, par l'origine anglicane de l'association. Dans son conflit avec les loges, le cardinal de Fleury pense tout simplement s'opposer à l'émergence d'un club janséniste qui rassemble la grande noblesse et plusieurs ecclésiastiques et qui scelle leur hérésie du sceau du secret. Encore le secret. Là résiderait la spécificité de la maçonnerie et expliquerait également sa parenté avec la Rose-Croix. Son mode de fonctionnement secret conduit en effet, comme on vient juste de le voir, l'évêque de Carpentras, à rapprocher les loges de la mouvance Rose-Croix. Modèle, par excellence, il faut le rappeler, de la société secrète depuis plus d'un siècle, et ce, avant que la maçonnerie française ne découvre et ne mette en rituel les mythes rosicruciens. Les maçons sont aussi, pour nos ecclésiastiques, les continuateurs de la philosophie nouvelle, qui, sur les traces d'Érasme, lit la Bible avec un esprit critique et remet en question les interprétations de Rome. La franc-maçonnerie, parce qu'elle se trouve en quelque sorte au point de convergence des hérésies et des courants philosophiques, se voit affublée de toutes les impiétés et de tous les vices dont ces mouvements sont accablés. La réalité est pourtant bien différente, car il n'existe pas, comme je l'ai montré, de portrait type du franc-maçon. Les francs-maçons ont certes du mal à expliquer la légitimité de leur secret, mais ils soutiennent que celui-ci ne cache aucune action répréhensible ou croyance impie. Ils veulent aussi démontrer que leur latitudinarisme ne conduit pas à l'indifférence en matière de religion, mais tout simplement à regarder avec bienveillance toutes les religions, à leur vouer un profond respect, sans cependant négliger la leur propre. C'est presque, et sur ce point, j'avais découvert, après avoir dit ce que j'ai écrit ici, j'avais découvert la même idée chez Ferrer Beninelli. Donc je reprends, c'est presque un œcuménisme avant l'heure. Si la bulle de condamnation de 1738, réitérée en 1751, avec les textes publiés par les évêques français, leurs avertissements affichés aux portes des églises et leurs prônes prononcés pendant les messes, ont pu dissuader certaines personnes de rejoindre l'ordre maçonnique ou encourager des maçons à s'en séparer, force est de constater toutefois que les loges maçonniques en règle générale, même interdites par les mesures de police, ne cessent pas de se réunir. Surtout, les loges attirent de plus en plus d'ecclésiastiques, des prêtres, des moines, des évêques, avec une représentation de tous les ordres religieux. Des loges se réuniront même dans des abbayes. Ce choix de certains ecclésiastiques de rechercher l'initiation est d'abord une conséquence du gallicanisme, qui se méfie de la politique romaine, et du fait que la bulle de condamnation de la maçonnerie n'a pas été enregistrée par le Parlement. Mais il démontre aussi que les ecclésiastiques qui ont l'occasion, depuis les années 1730, de connaître les loges de l'intérieur, n'y retrouvent pas l'impiété et l'hérésie dénoncées dans les ouvrages antimaçonniques écrits par leurs corélégionnaires. Rappelons qu'il y avait un abbé et 2 jésuites dans la loge du Louis d'Argent dans les années 1730. Les critiques de nos évêques n'ont donc pas eu l'effet escompté et resteront sans suite. Cette période difficile, ces années horribles, on m'a dit Yves, que l'historien Chevalier qualifie de première profanation du temple maçonnique, période inaugurée en 1737, aurait pu débuter en fait en 1725, si les rythmes d'existence de la première loge avaient été dévoilés. Pour les évêques français, les impiétés Rose-Croix et jansénistes constituaient déjà, bien avant cette date, et bien avant la condamnation de Rome, une menace qui pouvait facilement changer de nom. Merci pour votre attention. Et